Bonjour à tous, donc Florent Gittiot de Weaver. Je suis avec Hélène Le Hérissi, designer chez Weaver. Bonjour. Merci de vous être rejoint à ce webinaire matinal sur les espaces de travail. On a beaucoup de contenu à vous partager, donc l'idée c'est qu'on puisse profiter de ces 3 quarts d'heure pour vraiment pour vous présenter la manière dont on repense aujourd'hui les espaces de travail par les usages, les grandes tendances liées à cela, comment aussi est-ce qu'on fait ça chez nos clients avec des cas concrets chez HP et puis chez Vinci. Naturellement, à l'issue du webinaire, on pourra vous renvoyer ce qu'on va vous présenter pour que vous puissiez ensuite le retrouver chez vous et puis aussi le diffuser à des collègues qui peuvent être intéressés. Et on prendra un temps d'échange aussi pour répondre à vos questions dans la foulée de notre présentation. Si vous avez en cours de présentation, là on va plutôt enchaîner quelques éléments avec Hélène. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Vous avez dans l'outil Zoom la capacité à lever la main pour nous dire que vous voulez poser une question. Et du coup, on s'arrêtera pour le faire. Donc je démarre sur le programme de ce webinaire. Le premier point, ça va être de présenter rapidement qui est Weaver, qui on est, notre vision des choses. Et puis, suite aux différents projets qu'on fait sur les espaces de travail, partager quelques tendances sur comment est-ce que les usages aujourd'hui amènent à réinventer la manière d'aménager les espaces, les services aussi dans les espaces de travail, que ce soit pour des moyennes, petites ou très grandes sociétés. Et effectivement, on va zoomer sur 2 cas. Le premier, c'est HP, qui est le nouveau siège d'HP en France à Meudon, qui ouvre en juillet. Et le deuxième, c'est le nouveau siège du groupe Vinci, donc tout le groupe Vinci en France, qui ouvrira ses portes en 2021. C'est ça. À côté de la Défense, donc qui est un projet très intéressant parce qu'il est aussi iconique d'un des plus gros acteurs de la construction qui veut créer un projet phare, à la fois en termes architectural, mais aussi en termes d'aménagement des espaces et de culture et d'expérience de travail. Donc pour démarrer sur Weaver, du coup, pour nous présenter rapidement, nous sommes une société qui a été créée en 2006. Aujourd'hui, on est à la fois 20 consultants et designers, donc ou bien des doubles profils ou des profils designers et des profils consultants. Donc, on a un vrai travail d'hybridation des savoir-faire. Et on est un des cabinets qui a été pionnier en design thinking et en intelligence collective en France. On a repris notamment ces méthodologies depuis des sociétés que vous pouvez connaître comme IDEO en Californie. Et on a travaillé ça, on a adapté ça au contexte culturel français depuis maintenant une bonne dizaine d'années, à la fois dans la conception de produits, de services, mais aussi dans l'aménagement d'espace et de nouvelles expériences de travail. Alors notre vision notre manière de travailler, c'est finalement, là, on va zoomer plus particulièrement sur la partie organisation innovante et conduite du changement, qui sont nos champs d'intervention 3 et 5, au niveau collectif et au niveau individuel. Mais juste pour que vous ayez en tête que Weaver, c'est plus globalement un cabinet de soutien à l'innovation par les usages et que ça passe par des sujets de prospective, des sujets de lancement de nouveaux marchés, de nouveaux business models, d'innovation de produits et du X. Et que, évidemment, toutes ces briques viennent se compléter. Du coup, quand on travaille sur les espaces de travail, on a aussi en tête de comment est-ce que ces espaces vont être au service d'une meilleure expérience des collaborateurs, mais vont aussi servir le business, vont servir l'expérience pour les clients. Donc voilà, donc c'est bien sûr une logique globale d'innovation par les usages qu'on s'est développé grâce à nos différentes interventions. Alors, une introduction maintenant que va faire Hélène sur l'issue des quelques projets qu'on peut faire régulièrement sur ces sujets, vous montrer une série de tendances qui amènent à repenser les espaces de travail et qui amènent à prendre le sujet différemment que ce qu'on pourrait faire de manière un peu traditionnelle, en considérant qu'un nouvel espace de travail, c'est uniquement une question de pousser des cartons et d'aménager un open space. Donc bonjour à tous. Donc oui, en effet, nous maintenant, quand on aborde cette thématique de repenser les espaces de travail,
on ne se concentre justement pas uniquement sur les espaces, mais on le prend en 3 dimensions. Donc, il y a d'abord les espaces de travail, tout ce qui concerne les services qui vont englober aussi toute l'expérience que les collaborateurs vont avoir dans leurs espaces de travail. Et le dernier point, c'est sur la mobilité. Parce qu'on considère que l'accès à un espace de travail ou à un nouveau siège, c'est essentiel en fait dans l'adoption de ce nouvel espace par les collaborateurs. Donc on va détailler ça un peu plus juste après. Si on parle des espaces de travail, on voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de facteurs de changement qui influencent la transformation de ces espaces. Notamment l'arrivée de générations plus jeunes qui ont des modes de vie, des modes de consommation différents, qui vont attendre davantage d'immédiateté dans les échanges, dans les services. On va avoir des collaborateurs qui demandent plus de transparence, qui vont être plus exigeants sur des sociétés qui soient davantage horizontales, avec un management plus libéré. Voilà, donc on a énormément de transformations. On peut aussi parler du télétravail qui influe énormément aussi sur notre manière de travailler. Donc on ne va plus forcément travailler au bureau. Le bureau, on va pouvoir, il a de plus en plus tendance à être éclaté, même si certaines entreprises souhaitent rassembler leurs collaborateurs pour innover, etc. Donc, on a tous ces facteurs qui échangent, qui parfois se contredisent. Et donc, il faut jouer en fait avec l'ensemble de ces facteurs, la culture de l'entreprise spécifique pour repenser complètement les espaces de travail demain. On a observé que en fait le modèle binaire en fait open space salle de réunion, il fonctionne plus du tout parce que justement à cause de tous ces facteurs de changement qui ont transformé nos modes de vie personnels comme professionnels, ça ne fonctionne plus. On a bien plus de manières de travailler que seulement ces 2 modes d'espace dans lesquels on pourrait se représenter. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est un peu le point majeur qu'on attaque dans notre approche. Mais on va aussi donc prendre en compte les services. Donc pourquoi les services ? Parce que on est dans un monde qui est toujours de plus en plus connecté. De manière personnelle, on a quasiment tous des smartphones qui nous permettent d'accéder à une multitude d'applications qui nous facilitent la vie, surtout du point de vue personnel, mais du côté professionnel, c'est toujours assez pauvre. Et du coup, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire au niveau de l'espace de travail pour faciliter la vie du collaborateur et surtout qu'on voit que la frontière en fait entre la vie personnelle et professionnelle a tendance à se brouiller, notamment également avec l'arrivée des nouvelles générations. Donc pour nous, ça nous paraît essentiel de prendre la dimension de quand on repense un espace de travail, de ne pas repenser uniquement que l'espace, mais on va repenser toutes les interactions qui peuvent arriver dans ces espaces et ça passe notamment par les services. Et notre troisième point, on va un peu rapidement, mais vous pourrez nous poser des questions si vous voulez ensuite. Notre troisième point, c'est donc, comme je le disais tout à l'heure, un point sur la mobilité et comment est-ce qu'on va faciliter l'accès des collaborateurs à leur nouveau siège. Donc, on a vu en fait qu'à chaque fois qu'on traite un sujet de nouvel espace de travail ou de déménagement ou d'emménagement dans un nouveau siège, il y a un point très bloquant, c'est que tous les collaborateurs dont tous les collaborateurs nous parlent, c'est ce point de mobilité, de temps de transport, d'accès, de parking. Voilà, on a quand même en France une culture assez forte encore de la voiture. Et donc, quand on voit quand même que donc les sièges ont tendance quand même à se concentrer autour des grandes agglomérations. Du coup, on a toujours ce problème, cette problématique d'accès. Et pour nous, en fait, elle est vraiment pas à négliger dans la phase de travail et d'approche de ce nouveau siège, parce que ça peut créer de très mauvaises surprises. Le dernier mois, avant l'emménagement, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout assez de place de parking, mais on n'a rien prévu comme modèle alternatif pour faciliter l'accès aux collaborateurs.
Donc, on pourra y revenir un peu plus tard, mais on a beaucoup travaillé ça avec nos clients. Et du coup, tout ce travail sur en fait des choses qui peuvent être potentiellement des points de douleur ou des choses qui vont être problématiques le jour J ou quand on va commencer à utiliser le nouveau siège ou le nouveau plateau de travail qu'on a aménagé, etc. C'est effectivement de les anticiper, mais c'est aussi parce que, in fine, même si on part par les usages, même si on part au départ par les services qu'on va vouloir proposer, on sait qu'à un moment donné, en revanche, ça va se traduire dans le concret et dans le réel. Et typiquement pour la mobilité, si vous voulez à un moment donné favoriser les mobilités alternatives, il va falloir prévoir des lieux pour ça, des applicatifs qu'il va falloir réintégrer au SI. Donc, toutes ces conséquences très pratico-pratiques, le fait de les avoir anticipées en amont permet aussi de bien ensuite les travailler dans un cadre à la fois budgétaire et de réalisation qui peut bien fonctionner, quoi. Et ce qui est aussi très intéressant, en fait, c'est que en partant de ces problématiques, que ce soit de service ou de mobilité, on parvient à les retourner en opportunités et en évolution en fait des modes de travail et d'interaction entre les employés. On pourra revenir sur des exemples qu'on a fait pour Vinci, mais donc on fait aussi évoluer des pratiques, que ce soit dans des interactions entre le management, des principes un peu plus égalitaires. Et donc, c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est qu'on crée de nouvelles choses en justement repensant en amont, en identifiant bien en amont ces problématiques à traiter. Alors, pour faire ça, on s'appuie principalement sur la méthodologie du design thinking que certains d'entre vous connaissent peut-être. Du coup, peut-être tu peux nous rappeler à la fois ce que c'est, puis aussi comment on le met en place dans les projets. Ouais. Alors, le design thinking, à la base, donc c'est une méthodologie c'est la théorie du design. Donc, le design, qu'est-ce que c'est ? C'est la méthode de travail du designer qui va être le point principal, c'est que ça va être tout le temps centré utilisateur. Donc, on va prendre un projet et on va tout le temps regarder donc qui est mon utilisateur final, comment est-ce qu'il se comporte, quels sont ses points de douleur, quelles sont ses attentes, et on va essayer d'y répondre au fil de l'eau et pour aboutir à une réponse concrète à la fin du projet. Donc, le design thinking, c'est une méthode qui est très donc itérative. Donc, on va d'abord s'appuyer sur une phase d'observation de terrain. Donc, justement, on va aller comprendre comment est-ce que les utilisateurs interagissent, donc voilà, comme je disais, leurs points de douleur, leurs besoins. On va ensuite nourrir toutes ces observations d'une phase d'inspiration où on va aller regarder ce qui se fait dans le même domaine, mais dans des domaines connexes. Donc, par exemple, si on travaille sur les espaces de travail, on peut aller s'inspirer d'éléments dans l'hôtellerie, par exemple, ou dans de la mobilité plus futuriste. Et donc, on va aller prendre plein d'éléments qui nous paraissent intéressants. Et ensuite, on va organiser des sessions de co-création, donc en impliquant les utilisateurs finaux à participer à la réflexion et à générer des idées. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que ça nous paraît hyper intéressant de multiplier les points de vue et d'impliquer l'utilisateur final très tôt dans la démarche. Et ensuite, on va donc approfondir, ces solutions pour ensuite les tester, les prototyper très rapidement pour voir en fait si elles fonctionnent. On ne va pas attendre de faire un produit fini pour voir si ça fonctionne. Donc ça, c'est dans les grands principes du design. Et donc nous, dans ces projets spécifiquement d'aménagement d'espace, on a une phase aussi assez particulière parce qu'on se positionne un peu en amont du space planning et du travail des architectes, où on va en fait produire, analyser de manière très fine l'observation, les usages des utilisateurs, commencer à générer des grands concepts, des grandes idées et en faire un cahier des charges en fait assez poussé qui va permettre aux architectes et au space planning d'avoir un contenu très riche pour commencer leur travail plus précis d'aménagement des détails des espaces.
Et du coup, si on zoome sur deux bénéfices que ça peut avoir, le premier, ce travail d'aller concrétiser justement les idées. On travaille avec des collaborateurs qui ne sont pas des professionnels de l'aménagement d'espace, qui ne sont pas des professionnels de comment est-ce que peut bien fonctionner demain un espace de travail. Et du coup, c'est que nous, on puisse comprendre leurs idées, comprendre leurs besoins et leur montrer avec des planches concept, avec des scénarios d'usage qui concrétisent vraiment, voilà, demain, comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Quand on parle de collaboratif, qu'est-ce que ça veut vraiment dire entre nous? Voilà comment ça va se matérialiser dans une journée, dans une semaine concrète pour nous, pour notre propre cas d'entreprise, de concrétiser ça avec des planches les plus visuelles possibles ou les plus concrètes possibles qui les aident à nous faire un retour et du coup, effectivement, après à itérer nos différentes solutions. Donc là, c'est ce qu'on voit avec... on vous met des verbatims de projets chez Bouygues Immobilier, par exemple, ou chez HP. C'est à la fois une richesse qu'on peut apporter, qui va être apportée par la démarche, bien sûr, vis-à-vis des participants, des collaborateurs, mais c'est aussi un vrai intérêt pour les professionnels impliqués dans le projet, notamment les architectes ou les space planners, qui récupèrent, c'est ce qu'on voit avec l'exemple là pour HP, des briefs plus étayés, plus riches de ce dont vous avez vraiment besoin et qui du coup peuvent ensuite vous produire le mobilier ou les aménagements qui vont bien et qui correspondent plus finement à votre culture. Et puis le deuxième point, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, c'est que tout ce travail-là de repenser les espaces de travail par les usages, on le fait notamment en co-création avec les futurs occupants et utilisateurs de ces espaces, et que cet investissement qui est fait au départ, il est largement récompensé ensuite par déjà des espaces qui sont plus adaptés, donc plus efficaces, et qui, in fine, permettront aussi d'atteindre les promesses du projet immobilier, qui des fois sont un peu incantatoires et qu'il faut arriver à concrétiser. Et deuxièmement, c'est aussi qu'on prépare la conduite du changement très tôt avec des collaborateurs qui sont vraiment engagés dans le projet et qui, plutôt que de voir ça comme un déménagement supplémentaire, une réorganisation, une contrainte, voient l'intérêt et l'expérience positive que ça va leur proposer. Oui, il y a une vraie adoption en fait des collaborateurs pour le nouveau site, parce que tous les collaborateurs qui vont être impliqués dans la démarche vont parler de cette démarche, vont la diffuser au sein de l'organisation, et en fait ça devient plus une décision top-down donc le COMEX a décidé de repenser qu'on allait déménager dans un nouveau siège, ils vont décider du design, de l'organisation des différents espaces, etc. Non, là c'est vraiment une démarche qui est collaborative, où beaucoup d'idées des collaborateurs eux-mêmes vont être reprises et adaptées. Donc, soit nous, dans nos planches concept, ensuite, qui vont être retraduites par les architectes. On a vraiment cette démarche de cet engagement qu'on initie dès le départ et qui est hyper important. Et ça fait toute la différence dans l'adoption du projet. Du coup, pour concrétiser ces principes, on va zoomer sur deux sujets. Le premier, c'est HP. C'est, comme je disais, leur nouveau siège à Meudon. Et puis le deuxième, c'est Vinci. Je vais présenter rapidement HP, puis tu pourras compléter, puis aussi ensuite Hélène parlera plus en détail de Vinci. HP, donc c'est le nouveau siège de HP en France, et c'est la réunion en fait de deux sites, les Ulysses et Boulogne, donc deux sites avec deux cultures différentes, avec deux tailles différentes, des logiques aussi de pression en termes de mètres carrés qui n'étaient pas les mêmes du tout. À Boulogne, on avait un site très dense, alors que pour le coup, aux Ulysses, on avait un site beaucoup plus large, beaucoup plus plat. Une pyramide des âges aussi beaucoup plus jeune à Boulogne, une pyramide des âges plus avancée aux Ulysses. Donc vraiment deux cultures qui vont se rencontrer. Deux sites initiaux, des services qui étaient morcelés entre les deux sites, donc un projet de réunification à Meudon dans un bel immeuble en bord de Seine, donc un projet architectural très intéressant. Et nous, ce qu'on a aidé à faire sur ce premier projet pour HP, donc c'était de les aider à bien comprendre finalement au-delà de la coque architecturale qui était déjà définie et posée,
au-delà des mètres carrés qui étaient prédéfinis, puisqu'ils savaient déjà ce qu'ils allaient occuper à la fois au rez-de-chaussée, puis ils avaient le deuxième, troisième et puis la terrasse. Comment est-ce qu'ils vont vraiment occuper ce nouveau siège? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une taille d'équipe. Au global, on a à peu près 430 personnes qui vont habiter et travailler surtout dans ce nouveau lieu. Donc, c'est une taille d'équipe où on a à la fois déjà un assez gros effectif, mais où on peut encore, par des démarches participatives, impliquer un large échantillon. On a eu plus d'un quart des collaborateurs qui ont été impliqués d'une certaine manière dans la démarche collaborative. Donc, si on va sur la page, voilà, pourquoi mener une approche collaborative, il y a plusieurs points. Le premier point, c'était de leur point de vue de se dire c'est un projet un peu complexe où on réunit deux cultures. C'est aussi un projet où on veut en faire quelque chose un peu iconique pour HP en France. Et donc, on est prêt à voilà, développer ce type d'approche. Et effectivement, la démarche qu'on a menée, on a à la fois, ça rejoint ce que présentait Hélène en termes d'approche, c'est à la fois une phase d'observation pour bien comprendre les usages sur le site des Ulysses et à Boulogne, après des ateliers d'idéation à la fois avec les managers qui avaient plutôt des ambitions aussi sur le plan commercial, sur le plan de comment est-ce que demain je vais bien gérer mon équipe, en faisant aussi des gens qui sont en télétravail, mais des gens qui ont plaisir à revenir sur le siège et pouvoir vraiment faire la collaboration ensemble. Ouais, je vais juste rajouter ce point-là. Pourquoi mener une démarche collaborative pour HP? Eux, ils avaient un vrai enjeu qui était, donc, comme tu viens de dire, Florent, c'était voilà, back to the office. Parce que donc, eux, ils avaient accepté cette politique de télétravail très tôt. C'est une philosophie plus américaine et donc ça fait longtemps que le télétravail est instauré chez eux, mais donc ils avaient cette problématique de potentiellement il y a voilà un peu trop de télétravail et on se rend compte que l'innovation, l'émergence de nouvelles idées, ça n'arrive pas en s'envoyant des mails. Donc ils avaient un vrai enjeu de créer un site pour les collaborateurs et par les collaborateurs pour que ceux-ci aient vraiment envie de venir retravailler ensemble sur un même site pour recréer cet esprit d'équipe et cet esprit d'innovation. Tout à fait. On avait aussi parmi les différents sujets, donc effectivement, comme on voit sur la partie atelier avec les collaborateurs, des sujets d'aménagement des espaces communs, mais aussi des sujets d'aménagement des plateaux de travail, et puis aussi des sujets de quels sont les services qu'on trouvera demain dans ce nouveau siège et comment on va y aller. Donc, il y a toute une question notamment très précise de la connexion entre ce site de Meudon et le premier métro qui est à Boulogne de l'autre côté de la Seine. Comment est-ce qu'on peut créer un pont, un pont au sens mobilité, donc une mobilité interstitielle qui permette de faire la connexion. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut développer des flottes de véhicules partagés, donc tout ce travail-là qui a été développé. Et puis ensuite, on a amené à la fois auprès d'abord des architectes, puis après des collaborateurs, une série de planches concept qui concrétisent en fait ces projets, qui permettent de voir leur dimension de manière plus fine. Et ensuite, qui ont été travaillés par Woods Bagot, qui en l'occurrence c'est l'architecte qui a été retenu, qui est un architecte britannique, pour vraiment travailler le micro-zoning, les allocations précises liées aux contraintes techniques du bâtiment. Et nous, du coup, on a pu repartir de ces travaux-là pour faire converger ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire faire arbitrer les collaborateurs et les managers sur par rapport à ce que vous vouliez faire au début, aux besoins, voilà ce qui est possible, voilà ce qu'il a fallu rechallenger, voilà ce sur quoi on peut plus mettre l'accent. Et au global, ce qui est très intéressant, c'est que avec une démarche comme ça qui est assez cadrée, qui est très ouverte, mais quand même bien cadrée étape par étape, on arrive quand on refait l'histoire depuis le début jusqu'à ce qui sera livré au final, à bien capter les besoins initiaux et la concrétisation physique dans l'espace qu'ils vont emménager en juillet 2018. Du coup, pour que vous puissiez voir, peut-être voir comment ça s'est concrétisé, c'est à la fois de pouvoir réfléchir plus globalement sur l'allocation des espaces. Donc, on a un nombre de mètres carrés global
et quelle stratégie on va avoir. Donc peut-être pas forcément rentrer dans tout le détail, mais si on insiste un peu sur le rez-de-chaussée et puis la terrasse, deux gros espaces communs. Le rez-de-chaussée qui sert leur objectif commercial, c'est une population seulement de commerciaux, donc qui puissent accueillir des clients avec effectivement, on peut aller dessus, avec un demo center, donc qui va permettre de montrer leur technologie. Donc c'est vraiment au service, que ce soit un siège au service de la vente et de la commercialisation des produits d'HP en France, avec tout un parcours qui est repensé pour montrer les technologies d'une autre manière, pour les mettre en scène, et donc qui a été vraiment développé au niveau de ce rez-de-chaussée. Et par contre, à l'autre extrême, pour le dernier étage, c'est à la fois une approche interne et une approche externe. Donc, toujours pour l'externe aussi, c'est pour des clients, des VIP, pouvoir profiter d'espace pour les accueillir, pour faire des réunions qualitatives avec eux. Donc, toujours au service du commercial au sens global de la société. Et puis aussi pour l'interne, donc ça rejoint le back to the office, c'est que les gens aient envie de venir justement et donc, beaucoup travailler sur l'aménagement de la terrasse, sur l'aménagement d'une family room qui permettent aux gens de venir et d'avoir un espace sympa où ils ont envie de se retrouver, où ils ont leur bar à jus, où ils peuvent faire des événements ensemble, mais aussi à d'autres moments de la journée travailler. Ça permet d'hybrider les fonctions et de ne pas consommer du mètre carré qui sert 1 heure par jour, mais tout au long de la journée, ça devient un espace de coworking où je peux aller travailler 20 minutes, une demi-heure de manière dans un espace très, très, très agréable. Voilà pour les deux grands espaces communs. J'ai commencé par ça parce que ça montre aussi que dans les stratégies qu'on va avoir, c'est pour pouvoir montrer aux collaborateurs que l'intérêt est des fois d'avoir des open space quand il y a ce sujet de passage de bureaux fermés vers des open space ou d'open space vers du flex office, toutes ces logiques-là, quand elles sont bien faites, quand on a suffisamment d'espace de repli, quand c'est bien pensé, ça permet aussi de libérer des mètres carrés qu'on peut utiliser pour faire plus d'espaces communs dans lesquels on va se retrouver, dans lesquels on va avoir plaisir à être ensemble. Donc, ces allocations-là, et du coup, il faut que les arbitrages soient faits de manière intelligente pour que les gens s'y retrouvent vraiment. Après, on a effectivement aussi ce qu'on voit avec les étages 2 et 3, là, des espaces de travail, entre guillemets, plus traditionnels, où les gens vont rester plus longtemps. Et peut-être un gros point qu'a apporté cette démarche par les usages, c'est plutôt que d'avoir une approche tout de suite centré par où est-ce que je mettais l'équipe, qui veut avoir la vue sur la scène et qui n'a pas la vue sur la scène. On a réussi à prendre du recul par rapport à ça et avoir plutôt une approche sur, en fait, qui fait du bruit, qui est bruyant et qui est plus calme, à quel moment de la journée j'ai besoin de collaborer, à quel moment de la journée j'ai besoin de me concentrer. Et donc, c'est plutôt ça qui a défini l'allocation des espaces et une stratégie globale qui était d'avoir des espaces très calmes en bout de plateau. Et puis plus on va vers le centre, plus on a des espaces un peu plus sonores et au milieu des espaces très collaboratifs. Et donc en fait, je peux aller travailler, faire une présentation pendant 2 heures dans un espace, dans une zone silence, et puis revenir pour faire une demi-heure de point avec un collègue ou 2-3 collègues dans la zone de collaboration, sans forcément réserver une salle de réunion. Voilà. Ce qui correspond bien pour eux, c'est pas ce que je viens de dire là, peut-être que dans d'autres sociétés, ça serait pas du tout adapté, mais pour HP, c'était vraiment ce dont ils avaient besoin, avec globalement des populations très collaboratives, beaucoup de commerciaux, donc un niveau sonore assez élevé, beaucoup de coups de fil, mais des fois des besoins de concentration pour répondre à un appel d'offres. Et voilà, donc avoir ce mix un peu d'espace par rapport à leur usage. Et voilà, donc effectivement là, ce qu'on voit sur le slide, c'est quelques planches qu'on a produites à l'issue de la première phase d'idéation, qui permettait de concrétiser à la fois une série de concepts d'espace. Par exemple, on voit 9 espaces de réunion, de collaboration, donc des choses très précises et très fragmentées, plus fragmentées que juste effectivement un open space et une salle de réunion basique. Et puis ensuite, chaque espace qui est présenté avec les zonings, les planches tendances pour vraiment on puisse se projeter sur ce à quoi ça va ressembler demain et du coup aider les collaborateurs et les managers à arbitrer sur ce qu'ils veulent vraiment pour leur nouveau siège. Donc on va vous parler ensuite de Vinci. C'est un contexte un peu différent parce qu'on est sur un projet plus long terme, mais on retrouve quand même des choses similaires. Oui.
Donc le projet Vinci, il se nomme l'Archipel. Donc tous je crois qu'il y a 12 à 14 sites de Vinci qui vont déménager à Nanterre en 2021. Donc la particularité, c'est que ce futur siège il va être construit pour Vinci par Vinci. Et donc ce sera un siège qui sera situé à Nanterre et qui rassemblera environ 4000 collaborateurs. On va passer un peu rapidement parce qu'on a pris un peu de retard. Mais donc la démarche qu'on a menée, donc elle est assez similaire à celle d'HP. Donc on est toujours en cours parce que c'est une démarche qui est beaucoup plus longue parce qu'elle a été prise bien plus en amont. L'année dernière, on a commencé par une grande phase d'observation terrain. Donc comme vous pouvez voir, on est allé voir 15 sites pour observer comment est-ce que les collaborateurs travaillaient donc sur les différentes entités. Comme il y a énormément de sites, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démultiplié en fait le nombre d'observateurs en formant des collaborateurs Vinci à l'observation terrain. Donc, on les a formés. Ensuite, ils sont allés faire des observations sur chacun des sites. Et ensuite, on a récupéré en fait toute cette matière pour en extraire, si tu peux passer, 10 personas représentatifs. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce qu'est un persona. Donc, c'est une fiche en fait représentative d'une personne un peu caractéristique qui va nous permettre en fait on va s'en servir tout au long de la suite du projet pour bien prendre en compte l'ensemble des typologies de collaborateurs. Donc on a identifié 10 personas, donc qu'on a nommé de différentes manières. Donc là vous les avez à l'écran. Donc on a le sédentaire, le nomade long terme, le nomade court terme, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour nous. Donc on les a identifiés grâce à l'observation. Et aujourd'hui, donc dans nos différents ateliers qui traitent de nos différents sujets, à chaque fois qu'on organise un atelier, on va se demander, OK, dans chaque entité, quelle typologie de personas est-ce qu'on va faire intervenir dans l'atelier pour que la majorité soit représentée ou que les typologies de personas les plus touchées par le sujet soient représentées. Donc le premier atelier, donc on a identifié 3 grandes thématiques. Donc la première qu'on avait lancée, c'est la gestion de la mobilité. Donc on va vraiment accentuer là-dessus tout à l'heure. Là, on est en plein dans la phase d'aménagement des espaces et donc dans ce chapitre-là, on a aussi inclus tout ce qui intègre les services. Et on a un troisième chantier qui sera la gestion des identités de marque, parce que c'est un sujet très important pour Vinci. Donc, il y a un groupe, mais qui va rassembler une quinzaine d'entités différentes et de marques différentes. Donc, comment est-ce qu'on va gérer en fait à l'intérieur du bâtiment, dans communication, en visibilité extérieure, l'ensemble de ces marques à l'intérieur du bâtiment. Donc pour la mobilité, comment est-ce que ça s'est passé? Donc ce qui est très intéressant chez Vinci et ce qu'on insiste en fait pour mener maintenant avec tous nos clients, c'est qu'ils avaient monté un groupe de travail expert donc sur le sujet de la mobilité. Donc ce qui est hyper intéressant parce qu'on pouvait faire appel à des experts chez RH juridique. Exactement, RH juridique, voilà. Et aussi à des collaborateurs, entre guillemets, plus lambda, donc identifiés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les personas. Donc, on a fait appel à eux, en fait, pendant toute la démarche, à différentes phases. Donc, comment ça s'est passé? Donc, ce cycle d'exploration sur le thème de la mobilité, on a d'abord fait un premier atelier sur le covoiturage, parce que c'était une solution qui avait déjà été initiée chez Vinci en amont, mais qui n'avait pas forcément fonctionné. Donc, on a identifié pourquoi ça n'avait pas fonctionné, comment est-ce qu'on allait pouvoir relancer, si besoin, cette solution demain. Ensuite, on a fait un atelier de divergence plus large sur quel type de mobilité pourrait convenir demain
aux différentes typologies d'utilisateurs Vinci dans leur nouveau siège à Nanterre en 2021. Donc, en prenant toutes ces données en compte, on a réussi pendant cet atelier à sortir plusieurs idées intéressantes qui nous ont permis, en fait, ensuite, en atelier de convergence, d'identifier 4 solutions finales qui vont maintenant être testées en ce moment même chez Vinci sur les différentes entités du siège. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une réussite parce que on est parti d'ateliers avec les collaborateurs, d'ateliers divergence jusqu'à arriver à quelles solutions qui soient viables et qui sont testées et concrétisées maintenant pour pouvoir être implémentées en 2021 sur le futur siège. Et à date, le projet n'est pas fini. On a déjà plus de 200 collaborateurs qui ont été impliqués sur les différents ateliers. On va continuer à les mobiliser sur la partie effectivement espace de travail. Donc c'est vraiment, on voit quand on parlait aussi de l'écho positif que ça peut avoir en interne. Bon, on voyait dans la phase d'observation au début de l'année dernière un accueil assez mitigé quand même de ce projet. Évidemment, une grande fierté de se dire qu'il y aura un nouveau siège très très bien fait. C'est un beau projet architectural pour Vinci, mais aussi beaucoup de craintes par rapport à la mobilité, des craintes pour une grande partie de la population qui est aujourd'hui en bureau fermé de 17 mètres carrés, qui va passer pour partie dans des petits open space bien pensés, mais quand même qui va devoir changer aussi leur culture de travail. Donc voilà, des entités qui aujourd'hui sont dans des petits sites où elles font un peu ce qu'elles veulent et qui demain vont être mises dans un plus grand siège. Et ça, on voit vraiment de ce point de départ-là et beaucoup de craintes initiales. Il y a évidemment toujours des points qui sont à travailler, mais il y a quand même une vraie dynamique qui a changé, notamment, pas que, parce que c'est un gros projet pour eux, mais par cette approche, par les usages, par ce lab des usages, qui permet de montrer aussi tout le côté positif et d'aider les gens à vraiment produire ce dont ils auront besoin et ce qui va vraiment bien leur correspondre, quoi. Et ça amène aussi à rechallenger, peut-être pour finir sur la mobilité, des choses qu'on n'aurait pas pu lancer sans ça. Oui, Xavier, je vois que vous levez la main. Merci. Oui, à ce stade, j'ai 3 questions. Très bien. Alors, une première sur la mobilité, parce que nous, on est une société qui est totalement en dehors de Paris. Ok. Moyenne, Reims. On projette de se déplacer vers un nouveau siège d'ici 2-3 ans. Et donc, les solutions de mobilité, vous les avez déjà travaillées dans des endroits comme Reims qui ne sont pas forcément extrêmement bien desservis en termes de transport en commun. Donc, même, je vois les vélos là. Ouais. Nous d'être décentralisés quasiment à la limite entre les vignes et la ville, donc un petit peu proche des autoroutes, et pas forcément très, très proche de la ville elle-même. Donc ça, c'est des solutions un petit peu peut-être différentes de celles que vous pouvez visiter dans des grandes villes. Donc, je ne sais pas si vous avez cette expérience. Ma deuxième question, elle porte, je suis très intéressé par ce point-là, sur le fait que vous parlez d'un site qui va concentrer 4000 personnes et donc qui va rassembler au siège des entités qui étaient habituées à être assez autonomes, assez indépendantes, parce que géographiquement séparées. Quels sont les outils, je veux dire, de collaboration de ces partenaires pour les amener à adhérer au projet et donc à intégrer ce schéma qui, effectivement, dans un premier temps, peut leur faire penser qu'ils vont être privés de cette autonomie. Et dernier point, les collaborateurs qui interviennent, on leur demande de prendre à peu près, c'est quoi l'investissement temps pour eux sur un projet comme celui-là, en moyenne? Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Ça permet de revenir sur certains points ou d'en préciser d'autres. Alors, sur la question de la mobilité, effectivement, les deux sujets dont on a parlé, la HP Vinci, sont plutôt on est en zone urbaine tendue, donc avec des transports en commun qui font pas tout le job complètement. C'est-à-dire que justement, les problèmes, c'est qu'il manque des fois des derniers kilomètres ou des accès simplifiés, donc qui peuvent poser souci. On a aussi des clients qui sont en province. On a par exemple travaillé pour des gens comme CMCIC, donc plutôt basés à Strasbourg ou à Nantes. Donc mais après avoir en fonction de votre projet précisément, parce que effectivement, c'est pas du tout pareil d'être dans le centre-ville ou en tout cas le périurbain de proximité. Puis après, comme vous dites, plus à distance et où l'accès principal va quand même être la voiture individuelle. Là, les solutions il peut y en avoir de deux ordres.
Il y en a une qui a mis du temps à démarrer, mais qui commence, malheureusement, on le voit aussi avec les grèves, à reprendre, à continuer à se développer. C'est le covoiturage pendulaire, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut inciter. Et c'est l'occasion de faire un changement de siège, c'est de changer les pratiques et d'inciter les gens à voyager à plusieurs. Ça peut être des flottes de véhicules partagés pour celui qui, une fois qu'il a fait le covoiturage, après, il a aussi un rendez-vous à faire en journée. Donc, il a une solution qui lui est propre, qui ne soit pas dépendant de son covoitureur pour faire un déplacement dans la journée. Et puis, le deuxième axe, c'est aussi, d'ailleurs, c'est le slide sur lequel on est en ce moment, le corpo working. Ça va être ces réflexions plus globales de penser le siège pas uniquement comme les 4 murs dans lesquels vous allez habiter demain, mais comme une zone un peu de chalandise et de se dire finalement quels sont les points où je peux travailler en sortie d'un rendez-vous à côté de mon domicile et quand même être dans l'espace de votre société et pas être dans un environnement qu'un environnement sécurisé. Donc, typiquement pour Vinci, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, mais une des solutions de mobilité, on a beaucoup de gens qui sont très en profondeur dans l'Île-de-France, donc dans des zones où on est presque plus dans du périurbain, qui vont pas venir tous les jours à la Défense. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un réseau de corpo working, donc de sites où ils peuvent aller travailler un jour par semaine. Et ils sont quand même dans l'univers Vinci, en termes d'IT, en termes d'accès. Ils peuvent y retrouver des collègues. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui pareil, sont des vieilles solutions. IBM avait déjà ce genre de pratique il y a plus d'une dizaine d'années, qui ont eu du mal à se développer, qui aujourd'hui reviennent parce qu'aujourd'hui, la technologie est complètement là. On peut autant être là à distance qu'en physique, à condition d'avoir les codes culturels qui vont bien, voilà, de pas être non plus dans un café où je suis complètement externalisé de la société. Mais pour revenir à votre point, il y a malheureusement pas de solution miracle, il faut rentrer au cas par cas et assez finement par rapport à vos collaborateurs, aux pas qu'ils sont prêts à faire par rapport à leurs pratiques habituelles. Ça va falloir étudier en fait où est-ce que globalement vos collaborateurs, dans quelle zone ils habitent, quels sont leurs modes de transport actuels, est-ce qu'ils font du covoiturage, si oui, ok, quel trajet, sinon pourquoi, quels sont les points bloquants, et donc c'est avec tout ça qu'on va réussir en fait ensuite à trouver des solutions complètement adaptées et personnalisées pour répondre à leurs besoins précis. Et ce qui permet aussi de parler d'un deuxième point qui est associé, c'est que on fait pas tous ces projets, on les fait pas tout seul, on s'entoure de startups qui ont des solutions intéressantes pour approcher ces sujets, notamment sur la partie diagnostic mobilité. On est avec une startup dans laquelle on a co-investi qui s'appelle Mobility, qui va aider à faire ces diagnostics des modes de déplacement actuels en mettant des collaborateurs volontaires. Ils ont juste à télécharger une application qui, en back-office, va voir les déplacements qu'ils font aujourd'hui et pouvoir faire un diagnostic beaucoup plus fin de la réalité des déplacements pour après proposer une solution qui soit adaptée à vos collaborateurs, à leur localisation, au nombre de déplacements qu'ils font dans la journée. Après, sur votre deuxième point, sur la réunion de personnes de sites différents ou d'entités différentes dans un même lieu, clairement, la démarche de collaboration peut aider à ça. Et puis peut-être on n'en a pas reparlé, mais on avait par exemple une persona qui s'appelait le porte-drapeau, qui est une des personas qu'on a sorti de la phase d'observation. C'est comment si on respecte à la fois des commerciaux, mais même des top managers d'entités qui étaient au départ séparés, qui avaient donc assez la main sur le site où ils étaient et qui pouvaient un peu faire les choses comme elles voulaient. Demain, comment est-ce qu'on respecte ces attentes-là dans le nouveau siège ? Et d'ailleurs, c'est pour les porte-drapeaux en particulier qu'on fait spécifiquement une phase de réflexion sur la gestion des identités et la gestion de la communication pour Vinci. C'est venu comme ça, de se dire, vous ne pouvez pas penser ce nouveau siège juste comme un bloc et de manière incantatoire, dire demain on est tous ensemble, ça va être de la transversalité et tout le monde ne sera plus que Vinci, ce n'est pas la réalité de votre culture. Donc il faut prendre ça en compte et l'adapter dans le projet. Donc là, on est suffisamment en avance pour pouvoir, ça peut être des choses très simples, ça peut être dans les parcours des personnes, ça peut être dans les espaces communs si on se retrouve. Est-ce qu'il y a un plateau de travail par entité, mais il n'y a pas quand même des zones de coworking où l'ensemble des entités vont se retrouver de manière assez naturelle, sans le forcer, et du coup apprendre à collaborer. Voilà, ça peut être ce genre de choses.
Et puis votre dernier point, je l'ai oublié. C'était le temps moyen d'investissement des salariés. Alors ça, c'est très variable en fonction des entreprises. Chez HP, par exemple, les collaborateurs n'avaient que peu de temps en fait à accorder au projet. Donc ça dépend énormément de l'entreprise et de la culture et du mode de fonctionnement. Après, nous, ce qu'on fait en fait, toutes les phases d'observation qu'on fait, donc on peut les mener soit nous-mêmes. Donc en fait, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Pour HP, donc pour un site de 400 personnes, on était capable de réaliser la phase d'observation, de comprendre en fait tous les usages et les modes de travail des collaborateurs juste en allant faire l'observation nous-mêmes. Quand c'est une entreprise plus importante, donc comme Vinci, c'est vrai que ça peut être intéressant de démultiplier et donc d'impliquer des collaborateurs dans ce travail. Là, pour cette démarche, par exemple, je pense qu'ils ont dû mettre... ils avaient je sais plus... Chez les observateurs. Ouais. On les a formés une demi-journée. Ouais. Après, ils ont passé en tout une bonne journée. On les a revus une demi-journée. Donc, en gros, pour 2 jours. Pour déléguer cette phase d'observation à un pool il y avait une vingtaine d'observateurs. Ouais. En gros, c'était 2 jours étalés sur 1 mois et demi. Après, par contre, pour la partie atelier, l'intérêt, c'est de tout préparer en amont. Et ils ont juste à venir à l'atelier. Donc et puis ensuite, c'est les stratégies qu'on va avoir de se dire est-ce qu'on ressollicite plusieurs fois les mêmes personnes ou est-ce qu'au contraire on diversifie. Par exemple, chez Vinci, on a une logique, donc c'est assez bien, on a un tableau et tout assez précis pour s'assurer qu'on ne ressollicite pas plusieurs fois les mêmes personnes ou le moins possible. Ouais. En fait, ce qu'on a observé en fait, avec l'expérience des différents projets, c'est qu'il peut être très intéressant de solliciter différentes personnes quand on aborde les différents sujets. Par exemple, on va faire appel à un pool de collaborateurs pour le sujet de la mobilité et à un autre pool de collaborateurs pour l'aménagement des espaces. Par contre, ce qu'on voit dans les différentes expériences qu'on a eues, c'est qu'on trouve intéressant de quand même, quand on a commencé la démarche sur un sujet, donc par exemple les espaces, si on commence par faire un atelier de divergence où on va explorer plein d'idées, donc avec certains collaborateurs, c'est quand même intéressant de les ressolliciter les mêmes pour l'atelier de convergence parce qu'ils ont déjà tout l'historique de tout ce qu'on a fait avant et on va beaucoup plus vite et on est beaucoup plus efficace ensuite pour le deuxième atelier. Donc, par exemple, voilà, ça peut les solliciter 2 jours pour cette phase d'idéation parce qu'on fait souvent des ateliers d'une journée. Donc, quand c'est des gros sujets. Donc, voilà, c'est en termes de temps, voilà, c'est ce que ça pourrait prendre. En gros. Après, si on va tester, là c'est vraiment la base, mais si on va tester auprès d'utilisateurs, c'est vrai qu'on va pouvoir les ressolliciter ensuite un peu plus. Si on les implique comme ce qu'on est en train de faire chez HP pour la conduite du changement en préalable là, au déménagement. On a une dizaine de collaborateurs donc avec qui on travaille, qu'on implique davantage parce qu'ils ont des actions à réaliser en fait pour préparer cette conduite du changement, pour être le relais auprès des autres collaborateurs sur ce qui va se passer, les nouveautés, l'avancement, la construction, organiser des petits événements, voilà. Donc ça dépend vraiment du projet et de ses enjeux et de son ambition. Parfait. Du coup, on a 10 petites minutes de décalage par rapport au timing. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci beaucoup pour vous être connectés à cette heure matinale. Et puis, comme convenu, on vous renvoie, parce qu'on a dû passer un peu rapidement sur certains slides, donc on va vous renvoyer le support. Évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous aurez toutes nos coordonnées pour nous rappeler ou refaire un point dédié sur votre projet, on le fera naturellement avec plaisir. Et puis, ce sera l'occasion aussi de se rencontrer physiquement, ce qu'on n'a pas pu faire ce matin. Et effectivement, en fait, ce Fresh-Air, donc le webinaire qu'on a fait ce matin, était sur les espaces de travail. On fait un événement physique pour le coup à Paris, première quinzaine de juillet, sur l'open innovation et l'entrepreneuriat.
Et on fera sans doute aussi un webinaire pour ceux qui ne pourront pas venir à Paris sur le même sujet dans la foulée. Voilà pour les prochains événements. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. Et merci. Puis, très bonne journée à tous. Merci à vous.